Dans cette animation, nous voulons montrer le système immunitaire humain, avec des images jamais vues auparavant. Nous apprendrons comment les macrophages, ainsi que d'autres cellules et mécanismes, protègent chaque jour notre organisme de la mort. Notre peau, comme l'écorce d'un arbre, représente une protection précieuse. Cependant, la peau abrite également d'innombrables micro-organismes. Ils sont notamment nourris et protégés par un liquide huileux, appelé sébum. Le sébum est produit par les glandes sébacées. Le sébum contient également des éléments antimicrobiens qui peuvent tuer les microbes. Si des microbes nuisibles ou trop nombreux se trouvent sur la peau, le sébum est composé de manière à tuer ces microbes. Cela crée une coexistence harmonieuse entre les cellules de la peau et les microbes. Une sorte de symbiose. Ces microbes se maintiennent mutuellement en équilibre et tuent les agents pathogènes qui peuvent être dangereux pour nos cellules. La couche protectrice des organes creux, tels que le nez, la bouche et la trachée, est une membrane muqueuse. Les muqueuses possèdent des cils. Les cils se déplacent d'avant en arrière à la manière de vagues. Cela leur permet de faire remonter le mucus, auquel adhèrent des substances étrangères, dans la cavité buccale. Si la clairance mucociliaire n'est pas suffisante, l'organisme tente d'éliminer les particules indésirables par la toux. Cela se fait par une inhalation, suivie d'une expiration soudaine, de sorte que les substances étrangères sont éliminées des poumons et de la trachée. La moelle osseuse contient des cellules souches. C'est le lieu de naissance de nombreuses cellules immunitaires différentes, également appelées leucocytes. Les cellules souches se divisent pour former des cellules filles. Asymétriques ou symétriques. La division cellulaire symétrique produit soit deux cellules souches, soit deux cellules progénitrices, comme on le voit ici. Les cellules progénitrices se divisent encore et encore. Ainsi, une seule cellule souche devient plusieurs cellules immunitaires ou leucocytes. Le granulocyte neutrophile est une cellule immunitaire, fréquemment rencontrée. Certains neutrophiles restent dans la moelle osseuse, tandis que d'autres passent dans la circulation sanguine. Notre neutrophile appartient à ce que l'on appelle le système immunitaire inné et se déplace dans les vaisseaux sanguins. Lors des processus inflammatoires, les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins possèdent des récepteurs spéciaux. Il y a donc d'abord une faible adhésion, puis une forte adhésion, et enfin le granulocyte migre à travers l'endothélium. Ce processus est appelé diapédèse. Le chemin à travers le tissu conjonctif a déjà été parcouru par d'autres neutrophiles. Notre neutrophile n'a plus qu'à suivre les cytokines, c'est-à-dire les substances signalétiques d'autres cellules. Ce processus s'appelle la chimiotaxie. Les bactéries, elles sont partout. Elles produisent des toxines et nuisent ainsi aux cellules de l'organisme. Le rôle d'un neutrophile est de manger ces bactéries. Ce processus de consommation est appelé phagocytose. En outre, certains neutrophiles produisent des cytokines, qui attirent d'autres granulocytes. Les macrophages sont d'autres cellules du système immunitaire inné.
Les macrophages arrivent sur les lieux avant les neutrophiles, phagocytent les bactéries et produisent une substance de signalisation, le facteur de nécrose tumorale. Ce dernier supprime la sensation de faim, provoque de la fièvre et stimule la production de leucocytes. Un autre type de leucocyte est le lymphocyte T. Les lymphocytes T possèdent des récepteurs. Les macrophages sont des cellules présentatrices d'antigènes professionnels. Ils ont la capacité de présenter des antigènes par l'intermédiaire de certaines protéines à leur surface, et de déclencher ainsi certains processus. Certains lymphocytes T peuvent utiliser leurs récepteurs pour reconnaître exactement les antigènes des macrophages pour lesquels ils ont été formés dans le thymus. Voyons cela de plus près. Les cellules T sont également formées dans la moelle osseuse rouge. Elles migrent ensuite vers le thymus via la circulation sanguine. Parce qu'elles mûrissent dans le thymus, elles sont appelées cellules T pour thymus. Dans le thymus, qui est l'un des organes lymphoïdes primaires, les cellules T forment des récepteurs d'antigènes. Ensuite, elles migrent généralement vers les organes lymphoïdes secondaires, tels que les ganglions lymphatiques et la rate. Dans les organes lymphoïdes, les cellules T naïves et les cellules dendritiques se rencontrent. Les cellules dendritiques ont déjà été en contact avec un agent pathogène et présentent l'antigène à la surface. Ce sont également des cellules présentatrices d'antigènes professionnels. La cellule T recherche dans la cellule dendritique l'antigène pour lequel elle a été formée dans le thymus. Si elle trouve l'antigène, l'activation de la cellule T commence et, entre autres, l'expansion clonale se produit. La cellule se reproduit des milliers de fois. Ces cellules répondent à un pathogène ou à un antigène spécifique. Ensuite, certains lymphocytes T commencent leur voyage et migrent vers d'autres tissus. Une fois sur place, les cellules T cytotoxiques analysent les autres cellules à l'aide de leurs récepteurs à la recherche de cellules portant l'antigène spécifique à leur surface. Si elles trouvent leur antigène sur une cellule, elles savent qu'un agent pathogène, par exemple, se trouve dans la cellule. Les cellules T cytotoxiques commencent à induire l'apoptose. Les débris de la cellule sont finalement dévorés par les macrophages, et de nouvelles cellules se forment. Il existe non seulement des cellules T cytotoxiques, mais aussi d'autres cellules, par exemple, les cellules T auxiliaires, les cellules T mémoire, et les cellules T régulatrices. Les cellules T auxiliaires travaillent main dans la main avec les cellules B. Les cellules B possèdent des récepteurs comme les cellules T. Comme les cellules T, les cellules B proviennent également de la moelle osseuse. Elles recherchent ensuite leur antigène spécifique dans le système lymphatique ou dans la circulation sanguine. Si la cellule B trouve son antigène avec ses récepteurs, soit l'activation se produit immédiatement, soit la cellule B se déplace dans le tissu lymphoïde, où les cellules T auxiliaires attendent. Les cellules T auxiliaires, comme nous l'avons vu précédemment, ont également été formées pour un antigène spécifique. C'est pourquoi la cellule B présente son antigène à la surface. Cela permet à la cellule T, avec ses récepteurs, d'analyser la cellule B.
S'il s'agit de l'antigène pour lequel le lymphocyte T a été formé, il donne le signal pour la division et la maturation du lymphocyte B. Comme pour les cellules T, une expansion clonale se produit. Ainsi, des milliers de nouvelles cellules B, ou plasmablastes et plasmocytes, sont générées à partir d'une seule cellule B. Des cellules B mémoire sont également produites, qui entreront en action en cas d'infection ultérieure. Lors d'une infection aiguë, les plasmablastes et les plasmocytes commencent immédiatement à produire des anticorps. Et ils libèrent ces anticorps dans la circulation sanguine. Les anticorps sont souvent appelés immunoglobulines. Si la toxine, la bactérie, l'antigène se trouve dans le sang, l'anticorps produit par la cellule peut s'y fixer. De cette manière, par exemple, une toxine peut être rendue inoffensive, et un antigène peut être marqué de manière à ce que les macrophages puissent le reconnaître plus facilement, et le phagocyter plus rapidement. Ce processus est appelé opsonisation. Toutes les cellules immunitaires ont pour origine une cellule souche. Celle-ci se développe en cellules progénitrices, et finalement en cellules immunitaires, que nous venons de voir. Les cellules tueuses naturelles et les plaquettes sanguines sont d'autres cellules immunitaires importantes. Les plaquettes sanguines, également appelées thrombocytes, naissent dans la moelle osseuse à partir des mégacaryocytes. Les mégacaryocytes possèdent des pseudopodes, qui s'étendent dans les vaisseaux sanguins de la moelle osseuse. C'est par ces pseudopodes que les plaquettes sont émises dans la circulation. Un mégacaryocyte peut produire 1000 à 3000 plaquettes. Ce processus est appelé thrombopoïèse. Les plaquettes se déplacent dans les vaisseaux sanguins de l'organisme. En cas de lésion d'un vaisseau sanguin, l'hémostase commence. Les plaquettes adhèrent d'abord aux fibres de collagène du tissu conjonctif, et ensuite les unes aux autres. Il en résulte un bouchon plaquettaire assez fragile, qui empêche le sang de s'échapper. Par la suite, des brins de fibrine se forment sur les plaquettes, ce qui renforce le bouchon. Davantage de plaquettes et de globules rouges y sont liés. Ainsi, un caillot solide se forme.